Équipe Canada aux Jeux olympiques. Qui fait l'équipe au juste? C'est trop de bonheur pour parler de ça? Pas trop de bonheur. Nick Suzuki, sa place est-tu assurée? Dans les jeunes, Connor Bedard, Macklin Celebrini, 2 débuts de saison explosifs. Est-ce qu'ils font l'équipe? Est-ce qu'on en regarde un des deux? Aucun des deux? Les plus vieux aussi, l'expérience. Et les Sam Bennett, Marchand, Mark Stone, Cyril Lee, cette gang-là. Qui fait l'équipe là-dedans? On regarde ça ensemble. On le sait, Nick Suzuki a été dans les discussions pour percer l'équipe en vue de la confrontation des 4 nations l'hiver dernier, mais il n'a pas fait l'équipe. Sauf que là, il devient difficile à ignorer. Parmi les meilleurs pointeurs de la LNH en ce début de saison, avec 20 points à ses 15 premiers matchs, en fait, durant cette séquence-là, seulement 2 matchs Nick Suzuki où il n'a pas obtenu de points. En fait, il a vraiment pris son envolée après la confrontation des 4 nations l'année dernière au retour au jeu, puisque dans cette période-là, donc la fin de la saison dernière et le début de cette saison, Nick Suzuki est 3e pointeur de la LNH, seulement devancé par Nathan MacKinnon et David Pasternak. Dans cette même période de temps-là aussi, Nick Suzuki fiche de plus 27. Plus 27 en affrontant constamment les premiers trios de première paire de défenseurs adverses. Ça, plus 27, c'est un sommet dans cette période de temps-là dans la LNH. Si Suzuki perce la formation, souvent, ce qu'on entend dire, c'est qu'il devrait être appelé à remplir un rôle de profondeur, possiblement aussi évoluer à l'aile. Et ça dépend d'entendre quoi par profondeur. Entendons-nous une première vague en avantage numérique, ce serait surprenant pour Nick Suzuki. Pourquoi? Bien, ça va vite. T'as Cale Makar, Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby qui sont pratiquement assurés d'avoir une place sur la première unité en avantage numérique. Donc, il reste juste une autre place. Pour ça, tu as des candidats de choix comme Brayden Point ou Sam Reinhart, que leur place au sein de la formation est déjà assurée. Mais qui dit que Nick Suzuki ne pourrait pas évoluer sur une deuxième vague en avantage numérique, par contre? Et je reviens au retour au jeu après la confrontation des 4 nations. Dans ce laps de temps-là, Nick Suzuki est à égalité au 3e rang de la LNH pour le nombre de points en avantage numérique aussi. Et Suzuki a prouvé aussi qu'il était un joueur complet. C'est un joueur qui a une conscience défensive, qui pourrait assurément s'en servir dans un rôle plus précis avec l'équipe canadienne. Un Mark Scheifele aussi, qui va être difficile à ignorer. En fait, lui doit bien se demander ce qu'il aurait pu faire de plus la saison dernière pour avoir une invitation de l'équipe canadienne aux 4 nations. Lui, un sommet personnel avec 87 points et 39 buts la saison dernière. D'ailleurs, chez les joueurs qui ont percé la formation de l'équipe canadienne, la saison dernière, il y a seulement eu Brayden Point qui a inscrit plus de buts que Mark Scheifele. Et lui aussi qui a un excellent début de saison avec 21 points à ses 15 premiers matchs. J'ai l'impression que Scheifele remplit un rôle qu'on voit peut-être un petit peu moins chez les candidats à l'attaque chez l'équipe Canada, celui d'attaquant de puissance droitier. On a beaucoup d'attaquants hyper talentueux, surtout des droitiers, des MacKinnon, des Marner, des Point, des Reinhart. Mais des attaquants qui ont le profil d'un attaquant de puissance qui pourrait être déplacé à l'aile, Scheifele est un des rares candidats là-dessus. Les jeunes stars, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? Macklin Celebrini, Connor Bedard. C'est que les gars sont en train d'exploser. Il n'y a aucun doute, autant Bedard que Celebrini sont parmi les meilleurs joueurs offensifs, en tout cas les plus productifs de la LNH depuis le début de la saison. L'affaire, c'est qu'Hockey Canada a une historique d'être, disons, prudent avec les jeunes joueurs. À la confrontation des 4 nations l'hiver dernier, les 2 plus jeunes joueurs, Seth Jarvis et Thomas Harley, qui avaient 23 ans. À Sochi, en 2014, les derniers Jeux olympiques où les joueurs de la LNH avaient accès, le plus jeune joueur, Matt Duchesne, qui avait lui aussi 23 ans. À Vancouver maintenant, en 2010, on avait été un petit peu plus téméraire, mais avait-on vraiment le choix? Drew Doughty, qui venait tout juste d'avoir 20 ans, Jonathan Toews, 21 ans, et Sidney Crosby, 22 ans. Mais rappelez-vous, en 2006, Sidney Crosby avait été ignoré à sa première saison dans la LNH. Il avait 18 ans, il avait terminé la saison avec au-dessus de 100 points. Et accessoirement, le Canada avait été écarté du podium. Maintenant, la question que les dirigeants d'Hockey Canada sont en droit de se poser, si Celebrini et ou Bedard percent la formation de l'équipe canadienne et remplacent quels joueurs et quel rôle vont-ils occuper? Réglons une chose tout de suite, parce que ça en prend, les 2 joueurs évolueront pas en désavantage numérique. Admettons aussi que John Cooper, l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne, va sûrement pas employer ni Celebrini ni Bedard à 5 contre 5 en fin de match avec une avance à protéger. D'ailleurs, ça se pourrait que ces 2 joueurs-là à 5 contre 5 soient parmi les joueurs les moins utilisés de l'équipe canadienne. Reste maintenant l'avantage numérique. C'est indéniable que les 2 joueurs ont le talent, même avec le Canada, pour évoluer en avantage numérique. Je l'ai dit tantôt, première unité en avantage numérique avec MacKinnon, McDavid, Crosby et Makar, pas mal complet, reste une place. Que cette place-là peut appartenir à Bedard et ou Celebrini,
À suivre. Sinon, est-ce qu'on va juger qu'un ou les deux joueurs, peut-être, puissent trouver une place sur la deuxième unité en avantage numérique? C'est beaucoup plus plausible, mais c'est pas sûr et certain non plus. Celebrini est en feu depuis le début de la saison. On pense aussi qu'il y a peut-être une légère avance sur le jeu de Bédard à 5 contre 5. En fait, dans le cas de Bédard, pour être franc avec vous, jusqu'à tout récemment, on pensait que les chances qu'il perce l'équipe canadienne étaient assez faibles. Et l'affaire, c'est que ce qui est arrivé, c'est que Bédard, sur une séquence de 3 matchs, il a produit 10 points. Il a peut-être un petit peu changé les choses. Il y a même un moment la semaine dernière où Connor Bedard était le deuxième pointeur de la LNH. Que là, il faut en tenir compte. Là. Quelle importance aussi chez les dirigeants d'Hockey Canada on va accorder à un duel éliminatoire contre les États-Unis? Parce qu'avouons-le, le principal rival du Canada, surtout avec l'absence de la Russie, ce sont les États-Unis. Dans les 2 matchs contre les États-Unis, à la confrontation des 4 nations, dans le premier match, une défaite, on a inscrit seulement 1 but. Et dans le deuxième match, en finale, on a inscrit 3 buts, dont 1 en prolongation. Donc, est-ce qu'on va juger qu'on a besoin d'un petit peu plus d'attaque que la dernière édition? Si oui, Celebrini et Bédard pourraient être des candidats de choix pour faire leur entrée avec l'équipe. Et il y a les vétérans aussi. Quelle place on va accorder aux vétérans? C'est pas des joueurs aussi excitants à ce stade-là de leur carrière, mais c'est des joueurs importants. C'est des joueurs qui ont joué des matchs stressants souvent. Et Hockey Canada affectionne ce genre de joueurs-là, probablement avec raison aussi. Brad Marchand. C'est encore du gaz, Brad Marchand. Est-ce qu'il est encore capable d'avoir une place importante avec l'équipe canadienne? Parmi les attaquants qui ont été utilisés les 4 rencontres avec le Canada à la confrontation des 4 nations, Brad Marchand, c'est celui qui a été utilisé le moins souvent avec un temps de glace moyen de 11 minutes 35 secondes. Et alors qu'on pensait qu'il était fatigué peut-être d'une longue saison, en série éliminatoire, Brad Marchand, la saison dernière, a connu son meilleur hockey avec 20 points en 23 matchs. Il est encore capable. Quand tu parles d'un gagnant, quand tu parles d'un joueur qui a l'expérience des séries, des candidats comme Brad Marchand, il n'y en a pas tant que ça. En fait, c'est le 4e joueur actif dans la LNH qui a joué le plus de matchs en série, 180, à égalité avec Sidney Crosby. Et dans ce groupe de vétérans-là, des joueurs qui ont du caractère, des joueurs qui ne chercheront pas à évoluer, exemple, sur l'avantage numérique, il y a Sam Bennett aussi. Même si, évidemment, il ne jettera pas les gants face aux États-Unis aux Jeux olympiques, rappelons-nous peut-être toute l'émotion et la robustesse qui a amené à l'équipe canadienne, qui a sans doute aidé l'équipe. Il n'avait même pas été utilisé dans le premier match contre la Suède et n'a plus jamais été rayé de la formation et même inscrit le but égalisateur en finale contre les États-Unis. Peut-être le point le plus important concernant Sam Bennett, c'est son trophée Conn Smythe acquis l'année dernière, notamment grâce à 15 buts en 23 matchs en série. Vraiment, ce serait très surprenant que Bennett ne fasse pas partie de l'équipe canadienne. Et aussi, tu as des candidats comme Mark Stone. Je sais, c'est moins sexy. C'est moins sexy Mark Stone que Connor Bedard, je vous l'accorde. Pourrait qu'il soit là pareil. Évidemment, on dit ça et tout va tenir compte de comment il va se rétablir de sa blessure. On sait en ce moment, Mark Stone est sur la liste des blessés à long terme des Golden Knights en raison d'une blessure au poignet. Mark Stone était utilisé avec l'équipe canadienne aux 4 nations en moyenne 16 minutes 26 secondes par match. Donc quand même un rôle important, c'était le 7e attaquant le plus utilisé de l'équipe. Est-ce qu'un joueur comme Tom Wilson pourrait percer la formation de l'équipe canadienne? Encore une fois, ça revient un peu à la question que je posais plus tôt. Quelle importance va-t-on accorder au duel entre l'équipe canadienne et l'équipe des États-Unis? Si on accorde une très grande importance, c'est pas impossible que Tom Wilson soit là. 5 dernières années dans la LNH, Tom Wilson au 9e rang pour les mises en échec. Et c'est un joueur qui, offensivement, même si évidemment il n'aura pas ce rôle-là avec l'équipe canadienne, qui est capable de tenir son bout, 16 points à ses 15 premiers matchs cette saison. À la défense maintenant, on fait quoi avec le bon vieux Drew Doughty? Cale Makar, évidemment, a sa place assurée avec l'équipe canadienne et Colton Parayko semble aussi avoir une place assurée du côté droit de la défense. Il resterait donc une place pour un droitier, possiblement pour Drew Doughty. Si c'est une place avec l'équipe, Doughty va être le seul joueur avec Sidney Crosby à avoir participé pour le Canada aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et à ceux de Milan en 2026. Chez les droitiers, Doughty pourrait lutter avec un Mackenzie Weegar, par exemple, sur une 3e paire de défense. Sinon, on pourrait préférer un défenseur gaucher pour jouer à droite si on juge que le potentiel est plus élevé, un genre de Shea Theodore ou un Travis Sanheim, par exemple. Evan Bouchard est aussi droitier, mais avec la place qui est prise sur la première unité en avantage numérique par Cale Makar, ça laisse très peu d'options pour utiliser Evan Bouchard. Ce serait très surprenant qu'il soit de la formation.